et maintenant que je ne peux plus m'échapper, je vais vous raconter mon premier voyage en sac à dos. À l'époque, pour moi, le sac à dos, c'était de la maison au lycée. J'avais jamais voyagé de ma vie. Mais j'avais ce rêve en moi de voir ce qui se passait à côté. Alors un jour, j'ai franchi le pas. On est en 2011, avec 2 potes, on décide de partir direction l'Europe de l'Est. Pour le voyage, on ne s'était pas du tout organisé, sauf le sac. Là, on s'est un petit peu enflammé. On est allé chez Decathlon, on a tout acheté. On a acheté les mêmes vêtements, on aurait dit les Dalton. Et après, la totale. Tente, réchaud, 15 bonbonnes de gaz. Nos sacs faisaient plus de 25 kilos. Au final, on n'aura même pas utilisé une bonbonne de gaz. Dans ma vie, j'avais dû faire 4-5 heures de bus max. On prend un bus direction l'Autriche. Sur le papier, nickel. Wi-Fi, siège inclinable, dernier film à l'affiche. Très vite, tu te rends compte que c'est pas ça. Le Wi-Fi déconne au bout de 5 minutes, on est serré comme des sardines et on regarde des vieux films polonais sous-titrés hongrois. Le trajet a duré 25 heures. L'enfer. On arrive à Vienne. Malgré la fatigue, on est chaud patate. Le soir, on sort prendre un verre. Et là, on se rend compte que l'alcool coûte moins cher que l'eau. Comment vous dire que le choix ne fut pas très difficile? 4 heures du mat, déshydraté, très inspiré, nous avons l'idée du siècle. C'est décidé, nous partons à pied à Bratislava, la capitale slovaque. Bon, le sens de l'orientation était un peu altéré. On aura mis 5 heures juste pour quitter la ville. Très vite, on s'est rendu compte qu'on avait fait une connerie. Je ne sais pas si vous imaginez, la fatigue, le sac de 25 kilos, relié 2 capitales à pied, les mecs sont timbrés. Au final, en se plantant quelques fois, ouais, beaucoup de fois, on aura mis 2 jours et demi pour faire 90 bornes. On arrive en Slovaquie, enfin, on a les pieds et le dos défoncés. On se retrouve en dortoir, l'auberge, je ne connaissais pas non plus. Et bien ça, vilaine. Entre ceux qui pètent, ceux qui allument la lumière en pleine nuit, ceux qui téléphonent et ceux qui kennent sous ton lit, ben tu dors pas très bien la nuit. À Prague, on a l'impression que tous les voyageurs se sont donné rendez-vous. On ne trouve pas de place dans les auberges, jusqu'à ce qu'on tombe sur celle de Yann. Elle était vide. Yann, c'est la rencontre de notre voyage. On l'a tellement adoré, lui et sa générosité, que pendant 3 jours, on n'a pas quitté l'auberge. Trop occupé à vider son bar. On confirme, la bière tchèque, c'est la meilleure du monde. Du coup, pour remercier notre hôte, qui a eu l'idée d'ouvrir cette nouvelle auberge, et qui avait pas mal de choses à rafraîchir, on a décidé de l'aider à notre façon. Il avait une cour avec un beau potentiel, on a acheté de la peinture, peint les murs, ratissé le jardin, aménagé la cour intérieure. On lui a même créé un Facebook pour faire sa communication. Durant ce périple, on a beaucoup fait la fête, mais on a aussi visité un peu. Et mon coup de cœur du voyage se situe à Cracovie. C'est la seconde ville de Pologne, c'est la capitale historique. Mais il faut savoir que c'est aussi une ville avec un lourd passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on ne pouvait pas quitter la ville sans aller dans les camps. Et ça a été une étape bouleversante de notre périple. On est allé dans les 2 camps, Auschwitz et Birkenau. Ils ont tout conservé en l'état. On prend vraiment une énorme claque. Il y a un silence pesant. On n'ose pas trop parler. Après ce lieu de mémoire, retour à notre quotidien, et notamment celle des transitions. Il faut savoir que pour économiser des nuits d'auberge, on prenait souvent des bus de nuit. Et la galère, c'est qu'on arrivait souvent à 3-4 heures du mat. Du coup, on finissait la nuit sur un banc pas très confortable à baver sur le sac. En Estonie, après une énième soirée agitée, je vous passe les détails, on se réveille un matin, on a perdu les manteaux, on a perdu les cartes. Même pas volés, non. On les a juste oubliés dans le bar à côté de l'auberge. Mais ça, on le découvrira 1 mois après et à 1500 km de là. Du coup, on restera bloqué 2 semaines à Tallinn à attendre des cartes qui n'arrivaient jamais. Le cyrillique, c'est pas notre alphabet. Et c'est d'autant plus emmerdant quand on s'est fait virer d'un train à 2 heures du mat dans la Pampa bulgare parce qu'on ne voulait pas payer le supplément couchette. Ouais, on devient pingre aussi, à force. Au final, comme ils ne parlaient pas anglais, et nous le bulgare, on ne saura même pas quand était le prochain train pour aller en Turquie. Mais ça, c'était pas très grave, car après avoir dormi par terre dans la petite gare bulgare, on décide d'aller explorer les alentours. Et là, on voit un panneau Grèce, 3 km. Très curieux, on décide d'aller voir. Sur place, on voit un nouveau panneau, Turquie, 70 km. Vraiment très con. On ira aussi à pied, on mettra 2 jours avec beaucoup de difficultés. Des fois dans le voyage, c'est pas toujours comme on l'imagine aussi. Avant de partir, on voit des belles choses sur le net. Alors on pense voir un beau monument ou une belle vue, mais la réalité parfois, c'est des travaux, c'est des couleurs pas aussi vives, merci Insta, et c'est 300 personnes sur la photo que t'envoies à ta grand-mère. Bisous mamie.
Je suis parti avec 2 potes que j'avais rencontrés dans une formation cette même année. Et tous ces moments, toutes ces beuveries, eh bien, ça nous a unifiés. Du coup, les copains sont devenus des amis. Ils sont là ce soir. Je voulais vous remercier, car je n'aurais jamais fait ce voyage sans vous. En fait, pour moi, ce voyage, ça a été une révélation. J'ai adoré tous ces moments, toutes ces rencontres, toutes ces cultures différentes. Mais j'ai adoré, en fait, toutes ces galères et ces imprévus. Aujourd'hui, je voyage toujours de la même façon, au jour le jour, à l'arrache. Par contre, je dors beaucoup plus facilement dans les auberges et les transports, et mon sac est beaucoup plus léger. Maintenant, je pars dès que je suis en vacances. Soit je continue de partir avec des copains, ou alors copines, comme là au Galapagos. Pas l'otarie sur le banc, celle qui prend la photo. Ou en ce moment, je pars seul. Du coup, j'en profite pour passer une annonce, on sait jamais. Tout ça pour dire qu'un jour, j'ai osé partir, j'ai galéré, mais j'ai adoré. Merci. Isabelle de Toulouse, mais aussi d'ailleurs. C'est moi sur la photo, super fière de ma surprise. Car les surprises, j'adore ça, surtout en faire. Et là, j'annonçais soudainement que je partais pour le continent sud-américain pour une longue vadrouille. Car voyager, j'ai toujours aimé ça, un peu comme une seconde nature. Mais passer le cap de la démission, de la pression sociale, familiale et interne n'était vraiment pas facile. Mais ouf, j'y suis à ce fameux 14 janvier 2017. Le bonheur avec un grand B. Pas le temps pour les états d'âme, on m'attend de l'autre côté, pour voyager, rire, rêver, vivre à 1000 à l'heure, et surtout goûter à cette sensation inouïe qu'on appelle la liberté infinie. Un jour, j'étais au Brésil, et ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, Isabelle, toi, la fanatique de camping, tu es partie sans tente et sans duvet. Comment est-ce possible? Venant d'une famille de dignes héritières de campeuses de mère en fille, je me suis rendu compte que ce voyage n'était vraiment pas préparé. C'est alors que j'ai passé pas mal de temps sur le net, en train de chercher la tente parmi les milliers de choix, celle qui allait m'accompagner. Chose pas facile, car moi je ne suis pas du tout une geek dans l'âme. Je déteste même un petit peu ça. Mais j'ai réussi la prouesse de la choisir, la commander et même me la faire livrer chez mon pote Hugo à Buenos Aires, en Argentine. En avant donc pour la future vie de nomade et sans chichi. Me voilà donc à l'hôtel, plutôt chicos, chez Hugo, en train de tester mon nouveau jouet. Bon, je ne vous cache pas que ma première nuit sous tente fut mi-figue, mi-raisin. J'étais en Patagonie et hyper impatiente. L'impatience a laissé place à l'excitation, et l'excitation au grand froid, glacial, -1 au petit matin. Je n'y crois toujours pas. J'ai les pieds gelés et le dos est raide, mais je sais une chose, je suis exactement là où j'ai toujours voulu être, sous tente, en voyage. Le pouce en l'air, les grosses chaussures aux pieds, et cet affreux bonnet vissé sur la tête. J'ai la couverture de survie qui couine fort et les yeux gonflés par le manque de sommeil. Mais j'ai toujours le sourire en ouvrant la fenêtre de ma tente et surtout le cœur qui se remplit d'émotions. Et parfois, l'émotion vient simplement d'être toujours entière après avoir passé une nuit difficile à épier le grognement du sanglier qui faisait et les aboiements du chien qui venait effleurer le bord de ma tente et qui tournoyait à fond les ballons dans le camping, alors que moi, j'étais couchée en chien de fusil sur le côté en train d'essayer de trouver une position non mortelle en cas de collision frontale avec ce gros cochon sauvage. Bref, pour ceux qui pensent que je me la suis coulée douce pendant ce voyage, pas du tout, parce qu'il a fallu quand même porter ces 23 kilos sur le dos à travers les bus, le stop et les milliers de kilomètres parcourus. Pas toujours sexy, loin de là, mais j'essayais d'être le plus souvent propre, je l'avoue. La preuve, j'attirais tous les chiens du quartier, qui me suivaient partout. Fidèles et loyaux, pour m'accompagner en randonnée, me quémander des caresses, ou tout simplement me protéger de lamas agresseurs d'humains, moi, dans ma tête, j'avais envie qu'ils m'accompagnent avec moi. C'est alors que je suis arrivée au bus avec. Et le chauffeur m'a regardée et m'a dit en espagnol un truc du genre « Mademoiselle, non, je crois que ça va pas être possible ». Tant pis, ils auraient pu être utiles pour la suite du voyage, car je suis partie en trek avec mon pote Eli dans le parc des Las Chungas argentin. Et ce soir-là, bizarrement, nous étions tous les deux, assis, collés et serrés dans notre tente, un opinel dans la main, en train de chuchoter « Putain, tu entends Eli? On dirait qu'il y a un puma qui tourne autour de la tente. Qu'est-ce qu'on fait ?» On n'a rien fait, ni
gens chez eux, dormir dans leur jardin, leur terrasse, ou un peu plus rustiquement dans leur garage comme ici. Mais une occasion pareille proposée à 1h du matin dans un petit village mexicain en fin fond de la jungle, je peux vous assurer que ça ne se refuse pas, bien au contraire. Sans parler du meilleur des avantages du camping, c'est rencontrer d'autres voyageurs sur la route, partager une nuit, une rando, refaire le monde, s'interchanger les bons plans camping et décider sur un coup de tête de partir camper à 4200 mètres d'altitude en plein hiver bolivien. Parce que l'idée est excellente et qu'on avait du maté et ça, on se sentait invincible à ce moment-là. Bon, bien sûr, il y a un tout petit léger inconvénient à l'utilisation massive de la tente, un très léger. C'est le dépaquetage, mise en bordel et repaquetage 2 jours plus tard. C'est vraiment une petite entreprise qui, pour les plus maniaques, que je ne suis pas, serait difficile à vivre, je peux vous assurer. Surtout les jours de pluie d'ailleurs. Car en parlant de pluie torrentielle, j'ai vécu une première. C'était en Amazonie, du camping au cœur de la forêt primaire. Alors non, ce n'était pas ma tente, c'était une tente amazonienne, pourvue de plein de trous pour laisser passer de gros moustiques, ainsi que d'une très jolie bâche bleue qui donnait bien du caractère à la pluie qui s'abattait dessus. J'ai d'ailleurs un petit peu honte de dévoiler la photo qui suit, car elle décrédibilise totalement la vision que mes amis ont de moi, celle d'une campeuse professionnelle. C'est pas grave. Mais moi, j'avais décidé de me laisser totalement aller. Je marchais pieds nus, je tombais dans les trous d'anaconda, je maniais plus ou moins habilement la machette. Et pendant ce temps-là, mon guide essayait de me convaincre de 2 choses. Que 1, la pêche de piranha était sans risque, mon petit doigt s'en souvient encore, et que 2, nous allions construire un radeau en bambou pour aller chasser le caïman pendant la nuit. J'étais hyper sceptique, réfractaire, horrible, mais j'ai pas eu le choix, j'ai suivi. Jusqu'à ce qu'il me crie « Isabelle, cours, Isabelle !» Et moi, pendant que je courais en pleine nuit dans la forêt, je me demandais vraiment qu'est-ce que je foutais là. Voilà. Après pas mal d'aventures, forcément, épiques et usantes, pour la fin, je me suis dit qu'il fallait aussi que je lui fasse un petit peu plaisir à ma tante. Alors, on a atterri toutes les deux sur la côte ouest du Pacifique, côté mexicain, sur l'unique plage nudiste du Mexique. On n'a pas fait les difficiles, on a planté nos 6 pieds dans le sable et on a profité enfin d'avoir chaud, même à 5h du matin. Ouf, il était temps. Me voilà donc scrutant le ciel depuis ma maison une dernière fois, essayant de me remémorer chaque personne, chaque lieu, chaque aventure passée, assise de cette manière. Après tant de mois intenses vécus ensemble l'une pour l'autre, il fallait se rendre à l'évidence, c'était ma dernière nuit de camping et j'allais abandonner ma meilleure copine de voyage. Enfin, je comptais bien la ramener avec moi, mais nous allions prendre du repos, chacune de notre côté. Ça va bien se passer. Ça passe bien. Hola todas y todos, ¿qué tal? Je suis David, grand passionné du Mexique, pays que j'ai visité 3 fois lors de ces 5 dernières années. Mes premiers pas dans ce pays étaient dans un hôtel grand standing à Playa del Carmen, où j'étais parti en groupe. Regardez, c'était trop bien. Une plage privée, des piscines, des cocktails à volonté. Trop de la balle, non? Mais ce n'est pas ce que je recherchais de mon voyage. Alors je quitte l'hôtel pour prendre un bus collectivo, direction à Cenote. Quelle sensation de bien-être lorsque je nage à l'intérieur de ce puits d'eau de source de plusieurs mètres de profondeur. Puis, ma plus grande passion, je suis fasciné depuis mon enfance par l'archéologie. Depuis tout petit, j'ai toujours été curieux et je me suis toujours demandé comment des hommes pouvaient construire de tels bâtiments. Alors me retrouver devant la pyramide de Koba, monter et surtout descendre, étaient des sensations très fortes. Contempler la jungle de plusieurs kilomètres, c'est just amazing. Après ce voyage dans la région la plus touristique de ce pays, je recherchais plus d'authenticité. Mexico fut le point de départ d'un circuit de 16 jours, toujours en groupe, avec quelques collègues de travail et mon ex-compagne. En arrivant sur la zone du Zocalo, nous assistons à une danse traditionnelle. Enfin, le Mexique que j'ai tant imaginé. Puis, vous voyez, nous visitons le musée d'anthropologie, où je m'arrête devant une carte de toutes les anciennes civilisations, Maya, Aztèque, Toltèque, Olmec, Zapotèque. En déambulant dans les allées de ce musée,
je tombe sur une statue du Chac Moll, qui est la sculpture d'un guerrier mexicain qui représente le symbole donc, de la communication entre les dieux et les hommes. J'étais resté scotché pendant plusieurs minutes et maintenant je suis encore très impressionné. Au nord de Mexico, à Teotihuacan, lieu sacré de la culture aztèque, j'étais si pressé de découvrir ce site sans avoir aucun touriste depuis la pyramide du Soleil que j'ai largué tout mon groupe et je n'ai même pas assisté au conseil du guide. Pas bien, David. Mais maintenant, à Chichén Itzá, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, depuis juillet 2007, nous avons programmé notre circuit pour arriver le jour de l'équinoxe du printemps, soit le 20 mars, où un phénomène exceptionnel survient sur la pyramide Kukulkan. Cher public, levez la main si vous voyez un serpent sur la pyramide. Allez. Ouais, il apparaît sur le côté gauche de la pyramide. Eh bien, je vais vous surprendre, mais moi, je ne suis vraiment pas du tout sensible au paysage ni à la nature. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais le site d'Agua Azul au Chiapas m'a totalement ébloui par sa beauté et par sa fascination. Après ces 2 voyages, je rêvais absolument de découvrir la baie d'Acapulco, l'une des plus belles baies urbaines au monde, surnommée la perle du Pacifique. Quand on voit cette baie, c'est juste sensationnel. Alors cette fois-ci, je suis un grand et je pars tout seul. Depuis mon enfance, je suis fasciné et donc à Acapulco, la plus grande attraction, c'est le spectacle des plongeurs à la quebrada, où chaque plongeur escalade une falaise de plus de 45 mètres et à chaque plongeon, il risque la vie. Frisson garanti. Depuis mon enfance, depuis l'âge de 10 ans, je suis passionné par le tennis. J'ai eu la chance d'aller à Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open. Cependant, assister à ce tournoi en voyant son joueur préféré, Rafael Nadal, c'était une sensation incroyable. Cher public, devinez avec quel joueur j'étais dans l'avion? Citez un nom? Non, un autre nom? Oui, bravo, Stanislas Wawrinka, joueur de tennis suisse, vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem, dont Roland-Garros en 2015. Je lui ai parlé, je lui ai rappelé tous ses exploits, je crois que je l'ai saoulé, et il est allé directement à son siège. Mais c'est aussi à Acapulco, il y a maintenant 50 ans, qu'est né le padel. Sport de raquette, mélange de tennis et de squash, se jouant à 4 joueurs, est vraiment un sport très fun et accessible à tous dès les premières minutes. Croyez-moi sur parole, testez ce sport et vous y deviendrez accro. L'une de mes plus grandes anecdotes dans mon voyage s'est déroulée pour aller à Puebla. Je devais m'y rendre avec une personne de l'avion en taxi, mais il y a eu une panne moteur sur l'autoroute et nous avons été contraints de traverser une autoroute de plusieurs voies avec des voitures allant à 120 km/h avec des valises. Cependant, nous avons été sains et saufs et nous avons pris un tuk-tuk pour aller à l'arrêt de bus le plus proche. Danse locale, oui, parce que je me suis retrouvé à danser avec une femme d'une 60aine d'années, parce que son mari, lui, a préféré danser avec une touriste argentine de son âge. Et à la fin, la dame voulait qu'on reste en contact sur WhatsApp pour parler de notre beau pays, la France. Et oui, il aura fallu attendre mon 3e voyage pour pouvoir rencontrer et pouvoir parler avec la population locale. Ce monsieur m'avait complètement interpellé, me disant « ¿Qué tal, chico ?» Et je lui ai répondu « Muy bien, soy francés y me encanta tu país. » Gratitude, c'est vraiment le terme approprié pour démontrer toute ma reconnaissance envers ce peuple si chaleureux. Ce voyage en solitaire m'a apporté plus de confiance en moi, m'a donné beaucoup plus et surtout j'ai pu découvrir plus ce pays. Retenez, voyager, c'est vivre. Ça va? Ça va?
comme une coupe de champ à la main lors de notre remise des diplômes. Malgré nos larges sourires, l'idée de quitter notre vie étudiante pour commencer la vraie vie ne nous emballait qu'à moitié. Alors, quand Tom me balance un after, « Allez, viens Mimi, on se casse, de toute manière, on ne trouvera jamais de boulot en marketing. En plus, on est des quiches en anglais. » J'étais carrément partante. Alors boum, c'est tipard, avec 3 cacahuètes en poche, nous voilà en Australie, en direct live de la vie. À ce moment-là, je suis loin d'imaginer que c'est le début d'une longue aventure. En Nouvelle-Zélande, au Canada, en Asie, en solo, entre potes, avec mon chéri, du gros kiff de tous les côtés, de la beauté plein les mirettes, des feux d'artifice dans mon cerveau. Mais la première chose que j'expérimente, c'est prendre le temps de vivre. M'asseoir devant un paysage, l'observer, le contempler, méditer. Au volant de notre van, Tom et moi sillonnons l'outback au rythme de la nature. Et je prends aussi le temps d'aller à la rencontre des autres. Car sur la route, les échanges vont au-delà du simple racontage de vie sur notre métier, nos formations. Que ce soit avec les locaux ou les autres voyageurs, un co-crée un moment unique autour de ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer. Alors, chaque rencontre devient une opportunité de nous faire grandir et peut même changer notre vie. How's it going, mate? Premier contact établi avec cette curieuse population des backpackers. Parmi eux, des familles traversant des déserts en bus aménagés, des seniors qui revivent leur jeunesse, des hippies minimalistes. Toujours des histoires à raconter, des rêves à attraper. En les écoutant autour du feu, on se dit que tout est possible. Ma rencontre avec l'autre m'amena jusqu'au festival Rainbow Serpent dédié aux peuples aborigènes. Là-bas, scène ouverte du lâcher-prise et d'extravagance, j'y rencontre les personnes les plus atypiques et libérées de toute ma vie. On se déguise, on se fait des câlins, on se dit qu'on s'aime, même si on ne se connaît pas. Après un an de vadrouille, Tom rentre en France et moi, je m'envole pour la Nouvelle-Zélande. Là-bas, je suis guide équestre dans un ranch, le rêve. Je passe toutes mes journées avec mes 2 collègues, Laura l'allemande et Hélène l'hollandaise. 2 calicies ultra brillantes et indépendantes, avec un caractère bien trempé, qui mènent la vie qu'elles souhaitent mener. De véritables modèles à mes yeux. Plus tard en Thaïlande, cet ange tombe du ciel. Steph, un Hollandais d'à peine 20 ans, il sait déjà qu'il veut consacrer sa vie au service des autres. Je suis la première personne à qui il parle après 10 jours de silence dans une retraite méditative. Sa lucidité sur le monde et sa maturité me scotchent. Certaines rencontres me font l'effet d'un flash foudroyant, d'autres s'inscrivent dans ma vie. Comme Marielle, que je considère aujourd'hui comme ma sœur. Ce petit bout de femme d'à peine 19 ans a traversé l'Asie en stop, dormant à la belle étoile dans son hamac. Au Népal, elle se consacre corps et âme dans un projet humanitaire. Elle m'a tant inspirée. Do you want some company? Christian, un anglais vagabond, m'interpelle dans les rues de paille en Thaïlande pour me conter ses histoires. En voyageant à ses côtés, j'apprends à suivre les signes de la vie, à les faire parler. Parce que pour lui, la vie est une incroyable énigme qu'il s'amuse à déchiffrer. Pendant plusieurs mois, il a suivi la piste de la couleur violette. En Asie, je me mêle à des cultures complètement différentes. Et sans parler le même langage, je me lie d'amitié avec Soka, une Cambodgienne que j'ai l'impression d'avoir toujours connue. Il suffit qu'on échange un regard pour exploser de rire. À ses côtés, je ne me sens pas simplement française, mais pleinement humaine. Pour les fêtes du Tet, je me retrouve perdue dans l'extrême nord du Vietnam. À cette période, tous les villageois rentrent près des leurs pour célébrer la nouvelle année. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu d'occidentaux. Et pourtant, ils m'accueillent chez eux, me serrent dans les bras, partagent un repas et même me donnent de l'argent. Et dire que j'ai parfois peur de parler à mon voisin. Je suis particulièrement touchée par ces femmes, notamment en Inde, qui ont si peu et qui donnent tant. Elles sont mamans, au fourneau, au champ, sur tous les fronts. Remplies d'amour et de chaleur, ces femmes qui chaque jour œuvrent pour leur communauté. Waouh! Après plus de 2 ans sur la route, je me sens tellement riche d'avoir rencontré toutes ces pépites. Et ça me donne une énergie de fou, une envie de me surpasser. Et c'est lors du trek des Annapurna au Népal que je pète toutes mes limites, mentales, physiques, spirituelles. Là encore, les rencontres sont magiques. Tout au long de l'ascension, une équipe de marcheurs se constitue jusqu'à franchir le col à plus de 5400 mètres d'altitude, tous ensemble. Une fois là-haut, on s'est serré dans les bras comme une famille. En redescendant, le spectacle donné par la nature est à couper le souffle. Encore une fois, je suis émerveillée face à la beauté sans limite de cette planète et des âmes qui la peuplent. À ce moment-là, j'ai un sentiment très profond et très puissant, celui d'être connectée à tous les êtres vivants. Et l'Himalaya
réserve de belles surprises à ceux qui viennent s'y frotter. Celle qui m'a le plus chamboulée s'appelle Victor, un vétérinaire de 30 ans qui décide de tout plaquer à Barcelone pour partir en tour du monde, avec une seule idée en tête, aider les gens qu'il rencontre à trouver le sens de leur vie et à réaliser leurs rêves. Nos très longues discussions m'ont permis de me redonner confiance en moi et sens dans mes projets. Alors, après toutes ces belles aventures humaines, je retourne dans mes montagnes ariégeoises et je prends le temps de contempler ce lever de soleil et je respire. Et je pense à toutes ces personnes que le voyage a admirablement mis sur mon chemin et qui continuent de m'inspirer. Depuis, je surkiffe ma vie. Mes voyages et mes rencontres m'ont donné la force et l'énergie de créer ma propre activité. Ma mission au quotidien est de créer du lien entre les gens, les accompagner à fonctionner ensemble plutôt que les uns contre les autres, avec l'espoir d'un monde plus collectif et connecté. Alors, regardez bien votre voisin et considérez-le, parce qu'il pourrait bien changer votre vie. Je suis parti en janvier 2018 avec ma copine en voyage autour du monde. Et à ce moment-là, j'ai tout ce dont on peut rêver. Un boulot génial, bien payé, une copine elle-même géniale, et j'ai des amis, une famille sur qui on peut compter. Et surtout, je suis sur le point de réaliser l'un de mes rêves, partir en voyage autour du monde avec elle. Et ce rêve, je peux vous garantir qu'il commence sur les chapeaux de roue. On arrive à Sydney pour l'Australia Day, l'équivalent du 14 juillet. Et franchement, oublier le nouvel an, c'est à ce moment-là où il faut y aller. Des drapeaux partout, les hélicoptères qui nous survolent, un défilé de bateaux dans la baie et un feu d'artifice titanesque au-dessus du célèbre opéra. Franchement, waouh. Notre périple continue à Melbourne, où nous décidons d'acheter notre voiture, une tente, tout matériel de camping, quoi, un réchaud, des chaises, et ça y est, on est prêt. À nous, les routes interminables d'Australie. The Great Ocean Road, Canberra, Coffs Harbour, Byron Bay, Brisbane, et finalement, perdu au milieu de nulle part, Gayndah. Gayndah, nous nous y arrêtons pour travailler dans les fermes et gagner un peu d'argent. Je peux vous assurer que c'est pas facile de cueillir des fruits sous 40 degrés, mais honnêtement, j'échangerais ça pour rien au monde. Parce que le soir, on rentre, une petite bière bien fraîche, un petit barbecue, un petit feu de camp, et franchement, ça nous requinque pour la journée et on est reparti, quoi. Bon, finalement, après 2 mois, on part sur la route et on est un peu plus confiant dans notre budget, donc on se fait des trucs un peu plus fous. On survole la barrière de corail, on fait de la plongée sur les Whitsunday et on remonte comme ça jusqu'à Cairns, où il nous restera 2 semaines pour vendre notre voiture avant de partir pour la Nouvelle-Zélande. Et forcément, si je vous parle de ça ce soir, c'est qu'en arrivant à Cairns, mon couple a explosé. D'un coup, d'un seul, je me retrouve donc seul, à l'autre bout du monde, les rêves brisés, les ailes coupées, et mes yeux pour pleurer. Ok, qu'est-ce que je fais là? Bon, ok, j'ai envie de rentrer, je fais mon sac. Ok, le sac, c'est bon, j'ai rempli. La voiture, qu'est-ce que j'en fais? Oh, on s'en fout, on la fout à la casse. Ok, là, j'arrive à l'aéroport, le prochain billet d'avion pour Paris, s'il vous plaît. Vous savez, comme dans les films romantiques. Sauf que là, c'était pas romantique. Moi qui adore l'avion, me voilà 30 heures dedans, et bon, finalement, j'arrive chez mes parents. Et là, le stress tombe. Mais il laisse place à une colère, une rage, à un doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu m'arriver à moi? Moi qui étais là-haut, comment j'ai pu tomber là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est ma faute? L'incompréhension totale, quoi, la remise en question. Au même moment, j'étais en train de lire un livre, Wild, l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa mère et qui sombre dans une dépression totale. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de partir en Amérique du Nord, réaliser un trek de 3000 km. Et là, je me suis dit, ok, moi j'ai besoin de me mettre à l'épreuve, j'ai besoin de retrouver confiance en moi comme elle a pu le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne suis pas allé en Nouvelle-Zélande, on m'a dit que l'Islande c'était vachement beau, ça ressemblait un peu, ok. J'achète un guide, 3 semaines, ok. Allez, c'est bon, j'achète mes billets d'avion, c'est parti pour 3 semaines en Islande. Et là,
D'un coup, je me dis, attends Étienne, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, parce que il y a 2 jours à peine, tu savais même plus comment faire une sauce tomate. Là, tu pars voyager seul, louer une voiture seul, trouver un logement seul, te nourrir seul. Bon, je vous rassure, ça fait quand même 6 mois que je voyage, donc ça va, j'ai retrouvé mes marques assez vite. J'arrive à Reykjavik, j'ai mon petit panda comme mascotte, je prends mes photos, je suis équipé de mon guide, je visite la ville, tout se passe bien, je récupère ma voiture. Allez, c'est parti, à moi les routes terminables d'Islande. Et voilà, je visite, et c'est trop bien. Et puis vers la moitié de mon périple, je rencontre une autostoppeuse. Et elle me raconte qu'elle vient de réaliser un trek de 2 jours dans le nord de l'île. Et là, mais oui Étienne, t'es bête, dans le livre, elle n'écoutait pas de la musique à fond sur la route, non, elle était partie faire un trek. C'est ça qu'il faut que tu fasses, faut que tu te mettes à l'épreuve. Ben allez, ni une ni deux, j'achète une tente, j'achète du pain pour faire mes sandwichs, et ça y est, je fais mon trek. Alors, c'est un trek de 2 jours, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça compte beaucoup parce que c'est mon premier trek. Je marche, j'ai froid, j'ai envie de faire pipi, mais je continue à avancer. Si t'as mal au cœur, c'est que t'as pas assez mal aux pieds. Alors je continue. Et puis j'arrive à la fin de ce trek, et là, ça y est, j'ai réussi, je suis à la fin de ce trek, et franchement, pour la première fois depuis des mois, j'ai un sentiment de plénitude, j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai réussi à faire un truc que je pensais pas possible. Ah, ça fait du bien quand même un petit peu. Et puis, forcément, le trek, il fait une ligne droite. Donc, je suis obligé de rentrer à ma voiture en stop. Et si j'ai jamais fait de trek de ma vie, autant vous dire que j'ai jamais fait de stop non plus. Alors, je tends le bras, j'attends. 1 heure passe, ma patience trépasse. Et là, je me dis, mais comment je vais pouvoir rentrer à ma voiture? Il me reste à peine 10 jours pour rentrer. Et là, la providence. Un couple d'Américaines s'arrête dans leur 4x4 énorme et vont exactement là où j'ai garé ma voiture. Ah, yes, c'est bon, 2e victoire. Et là, franchement, je pète la forme, je suis super content, on a un échange de fou, c'est trop bien. C'est vraiment j'ai retrouvé confiance en moi. Et donc je repars finalement 1 semaine plus tard en France, le cœur lourd. Mais pas lourd de chagrin comme j'ai pu le faire à l'aller, non. Lourd des enseignements de mes voyages. La vie, c'est une suite d'épreuves, et l'important, c'est de continuer à avancer et de se relever. Allez, go! Salut, moi c'est Mélanie et ça fait quelques années que je voyage avec un pote. On a une méthode un peu particulière. Chaque année, quelques temps avant le mois de juillet, on s'annonce la destination pour l'autre. Cette année, c'est lui qui décide. J'entends parler d'Asie, Thaïlande, je me dis, ah génial, ça sent bon. Et non, il n'a pas du tout décidé ça, il a décidé qu'on parte en Pologne. Bon, je ne suis pas forcément pour, je suis un peu de mauvaise foi et je pars avec pas mal de préjugés sur le pays, les ploucs, rien à faire. Enfin, je suis d'hyper mauvaise foi, donc ma mascotte sera Monsieur Colère pour tout le voyage. Je lui annonce la couleur. On arrive en Pologne et la première chose qu'on fait, donc, c'est retirer de l'argent. Et quand je commence à rentrer le montant dans le distributeur et je vois la quantité de billets qui sort, j'ai un peu l'impression d'être Kanye West à un magasin de basket. Je me dis, waouh, je suis aussi riche que ça en fait, mais génial, ça va être des bonnes vacances. Mon pote, pour me rassurer et me calmer dans ma mauvaise foi, me dit qu'on va aller boire un verre et il m'emmène au Hard Rock Café de Cracovie pour boire une bière. Donc là, au niveau des préjugés, au niveau de moi, de la découverte et de ce que j'aime rechercher en voyage, autant vous dire que je ne suis pas du tout servie. Donc on a nos premières disputes forcément au Hard Rock Café. On continue la visite et autant vous dire qu'au niveau musique, je ne suis pas non plus dépaysée. Au détour des rues, j'ai un peu l'impression d'être à la maison. C'est plutôt cool.
je me dis, ok, bon, ça serait temps quand même que le voyage commence, là, on fait un truc genre innovant, un truc qui change, on se lâche, quelque chose. On va manger. Ok, je veux pas être de mauvaise foi, vraiment, mais du coup, si j'ai traversé la frontière et que je me suis tapé 2 heures d'avion, c'est un petit peu pour qu'on change, quoi. Et autant vous dire que là-bas, avec le fric qu'on avait et la vie pas chère, ça il faut être honnête, tout était accessible. Seul problème, c'est quand vous prenez un taxi, même s'il vous coûte 7 €, il faut prononcer toutes les voyelles. Il n'y en a pas. Autant dire, ramène-moi à l'hôtel en anglais, ça c'est faisable, mais pour dire le nom de la rue, on a mis à peu près un quart d'heure à rentrer. Il faut savoir quand même qu'en Pologne, quand j'ai commencé à visiter la ville, j'ai été hyper surprise. Cracovie a vu donc pas mal de douleurs et de souffrances pendant la Seconde Guerre mondiale, a été détruite et ravagée. Quand on est monté sur le monument principal de Cracovie, on a pu voir la beauté en fait de la place principale et la vie qui fourmillait dans tous les sens. C'est assez ouf puisqu'en même pas 10 minutes, la place avait eu un marché qui a été démonté, remonté, changé d'univers en quelques secondes. Pendant qu'on était en haut, on a vu des gros nuages noirs arriver. Et pendant qu'on a regardé la météo, durant notre périple, il devait faire un gros soleil. Ça continue, donc bonne ambiance. Préjugé numéro 3, il flotte là-bas et c'est la première fois qu'il y a autant de pluie à Cracovie. Notre appart, quand on est arrivé, les toilettes étaient inondées et les voisins aussi, ce qui fait que ça regorgeait de merde dans tout l'appart. Je n'avais pas mis mon sac à dos sur le lit, mais bien par terre, et mon pote aussi. Du coup, on appelle Airbnb et on leur dit c'est très gentil, mais là il faut qu'on se reloge parce que c'est pas possible. Du coup, ils nous envoient dormir au Regent, autant vous dire l'hôtel de luxe à Cracovie. Nous, on arrive en short, en petites chaussures de marche et on pue la merde. Bien évidemment, on nous demande si on a vraiment une réservation. Après ça, on tombe sur des Polonais et je peux vous dire que la chaleur humaine qu'ils ont est incroyable, puisqu'en moins de 2 heures, on nous reloge. On nous donne des petits coins à visiter et on nous file même des passes pour visiter des grands monuments autour de Cracovie. Et c'est là que commence à détruire mes préjugés du voyage. Je commence enfin à comprendre qu'en fait, dans le voyage, ce n'est pas la destination, mais bien comment on se comporte qui change les choses. La première visite que je vais faire et qui va marquer un petit peu cette ville et qui va me faire changer d'avis, c'est les mines de sel. Parce qu'en fait, quand vous arrivez là-bas et que ce sont des monuments, dont une cathédrale construite sous terre et qui est faite de sel, autant vous dire que vous commencez déjà à vous dire « Ah ouais, je sais pourquoi je suis là en fait ». Avec mon pote, on continue, on s'est fait une journée vraiment typique historique et on est parti direction Auschwitz. Là, je suis quelqu'un d'hypersensible et je redoutais énormément cette visite. Et pourtant, ça a été un choc plus violent que ce que je ne pensais, mais pas dû à la visite, mais bien au comportement des gens qui avaient autour. Les selfies sur les rails, la visite et la guide qui est sans cœur et sans sensibilité, les gens qui mangent des pizzas cuites au four devant Auschwitz. Je suis en train de me dire, c'est pas possible, je ne comprends pas, on est quand même face à un monument historique et hyper lourd, et je vis quelque chose de très violent, parce que je me sens complètement en décalage, en respect avec cet lieu historique, et moi, je ne me sens pas du tout calée avec ce qui est en train de se passer. Du coup, mon pote, pour me réconforter, parce qu'il me connaît bien, il m'emmène boire. Ne suivez jamais un Polonais dans une soirée et boire à son rythme. On ne se souvient pas de la soirée. Parce que ici, on boit une pinte de bière, là-bas, c'est des shots de vodka. Mais c'est des shots de vodka entre chaque mot. On a mis, je crois, à peu près 4 heures à rentrer à pied à l'appartement, parce que pour vous dire que prononcer des voyelles, c'était pas possible non plus en alcoolisé. On continue notre voyage et en rencontrant des Polonais, ils nous indiquent toujours les meilleurs lieux de Cracovie, ils nous parlent de petits coins et notamment un restaurant qui est coincé entre 2 maisons, dont une mamie nous fait les meilleurs pierogies qu'on peut connaître en Pologne. Elle nous sert à sa table de jardin. Et je continue à voir des paysages magnifiques, je continue à découvrir une ville qui s'est rénovée, qui s'est renouvelée en permanence et qui m'apprend une chose en fait. J'ai tort, j'ai des mauvais préjugés et j'aurai plus jamais mauvaise foi. Alors aujourd'hui, quand vous partez en voyage, si vous avez des préjugés, foncez-y, c'est les meilleurs voyages que vous ferez.
vais vous raconter mon plus beau voyage. Un voyage au nord-ouest de l'Afrique subsaharienne, où je suis partie pendant 5 mois, seule et sans cadre, à 23 ans, faire un stage au ministère de la Santé de Guinée-Conakry. Dès ma sortie de l'aéroport, je suis plongée dans l'ambiance bouillonnante de la capitale. Des bouchons à perte de vue, un soleil brûlant, des taxis bondés de 7 ou 8 personnes, des motards qui filent à vive allure entre les femmes surchargées de marchandises futiles qu'elles essayent de vendre quelques centimes au péril de leur vie. Petit à petit, je découvre Conakry, à l'aspect dangereux et aux multiples merveilles. Ses marchés, par exemple, magnifiques et ô combien riches. Les couleurs éclatantes des fruits exotiques se mélangent aux couleurs flashy des tenues traditionnelles. Les femmes y travaillent avec acharnement avant de ranger leurs marchandises et d'y installer un tapis de fortune sur lequel elles dormiront à même le sol. Le soir, après cette première journée de découverte, je rejoins Charles, un ami guinéen rencontré en France, et ses amis qui m'accueillent autour du traditionnel plat d'attiéké. En signe d'accueil et d'inclusion, ils décident de me renommer avec un prénom typiquement guinéen. Me voici désormais Mabinti. Mabinti, c'est un prénom qu'elle a bien retenu, ma petite voisine d'à côté, Maria. Maria a 8 ans, et chaque jour, nous aimons passer de notre temps ensemble. Son regard me trouble. Maria est une enfant au regard d'adulte, qui me peine par son enfance volée et qui me fascine par sa maturité. J'aime aussi passer du temps avec mes autres amis guinéens, que ce soit Bambin ou Maurice, que vous voyez ici. Bambin et Maurice, chaque jour, m'expliquent un peu plus de leur pays et de leurs conditions de vie. Bambin aime me faire un petit thé au charbon, le thé traditionnel de la Guinée. Chaque discussion n'est que richesse et apprentissage. C'est d'ailleurs ce que j'aime de mon séjour en Guinée. La découverte par les visites, par le ressenti de ses habitants, mais aussi par mon travail au ministère de la Santé. Un travail lourd et prenant tant les missions à traiter sont nombreuses, certaines plus marquantes que d'autres. Aujourd'hui, c'est Madame Silla Diallo et une quarantaine d'autres femmes qui arrivent au ministère. Toutes sont vêtues d'une tenue blanche et d'un foulard rouge, couleur du sang et de la vengeance. Madame Silla Diallo et les quarantaines de jeunes femmes viennent aujourd'hui dénoncer la barbarie de certains médecins qui préfèrent barbarie et violence à santé et survie. Mais mon regard se fige autour d'un couple, le couple Guissé. Et cette femme qui me regarde, le regard vide, une main sur le ventre, et qui écoute silencieusement son mari. Son mari racontait le décès de leur quadruplé à cause de la négligence, de l'incompétence et de la violence du médecin qui l'a suivi. Cette journée fut rude. Heureusement, le soir, je retrouve mes Guinéens, au sourire permanent. Nous aimons regarder les informations, si le courant nous le permet, à la télévision. Et c'est ensemble que nous apprenons la démission du Premier ministre. Me voilà alors désormais sans boulot, dans ce pays encore inconnu. C'est à ce moment-là que je ferai la rencontre déterminante de mon voyage. Déterminante. Voici Adja. Adja est les militante du Club des jeunes filles leaders de Guinée. D'abord présidente du Parlement des enfants, Adja a créé son ONG à 16 ans. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, elles sont plus de 200 militantes, qu'Adja a aisément rallié à sa cause, de par une force et un charisme hors normes. Je n'y ferai pas exception. Ensemble, elles luttent contre 3 fléaux de leur pays, que sont l'excision, le mariage précoce et les violences faites aux femmes. Le travail est titanesque, tant ces taux sont énormes. 97% de femmes excisées, la moitié des jeunes filles mariées précocement, et les violences basées sur le genre, indénombrables. Ensemble, nous enchaînons les actions de sensibilisation, de prévention et de sauvetage. Même si les actions de sensibilisation et de prévention se font généralement sans heurts, il n'en est pas toujours de même des actions de sauvetage. Et aujourd'hui, alors que nous tentons d'empêcher un mariage précoce, c'est une partie du village qui nous entoure. Les regards sont noirs. Les jeunes hommes se baissent vers leurs chaussures, prêts à empoigner des cailloux. Une jeune femme les regarde et leur dit, en nous regardant, maintenant il faut les punir. Des fois, j'ai peur pour mes jeunes filles. Mais il en faudra plus. Plus, et le combat s'enchaîne, avec ces jeunes filles, au cœur vaillant et à l'esprit incorruptible. De mon côté, je me sers de mes contacts influents réunis par le biais du ministère de la Santé, afin de faire avancer cette cause. J'essaye de faire de mon mieux. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé que nous allons rencontrer. Ministre, conseiller à la présidence, riche homme d'affaires, homme influent. Les rencontres s'enchaînent et chaque jour,
l'audace, la détermination et la force d'Adja, Foulimatou et des autres filles du club des jeunes filles leaders de Guinée séduit. Ces jeunes filles-là, elles m'appellent coach. Coach qui prend une leçon de vie quotidiennement. Et coach de ces femmes encore enfants, dont je suis la doyenne à seulement 23 ans. Coach de ces héroïnes, qui me font une leçon de vie, et surtout qui luttent, des fois, dangereusement, pour un changement de mentalité, et surtout un futur qu'elles auront elles-mêmes choisi. Du ministère de la Santé au club des jeunes filles leaders de Guinée, ce séjour m'a marqué à jamais. Un séjour passionnant, marquant, dangereux et magnifique. La beauté d'un pays ne se mesure pas uniquement qu'à ses paysages. Celle de la Guinée se trouve dans son peuple. Une si grande beauté qui fait qu'aujourd'hui j'en suis persuadée, même si mon esprit est ici, mon cœur appartient désormais à Conakry. Randonnée à la Brèche de Roland. Devant moi, une polonaise épuisée par un sac de 20 kg en fin de journée. Elle glisse sur la neige, bascule sur le côté à cause de son sac, puis roule en dévalant la pente. D'abord sur la neige, puis sur les cailloux, avant de s'arrêter sur un replat juste avant le précipice. Le poids de son sac a failli la tuer. Depuis, voici ma meilleure amie de la rando. En optimisant mon sac à dos, j'ai réduit le poids à 4 kg pour une randonnée en autonomie de plusieurs semaines. Et je vais dans différents coins sauvages du monde en réfléchissant à chaque fois à mon matériel. Je pèse absolument tout, même ma brosse à dents, 6 grammes. Ouais, je suis un peu obsessionnel. J'aime manger chaud le soir et boire un café le matin. Un réchaud à gaz, c'est pratique, mais le top, c'est fabriquer soi-même son réchaud à alcool à partir d'une canette de coca. C'est pas compliqué, même moi qui ne suis pas doué de mes mains, j'ai réussi du premier coup. Résultat, il fait 18 grammes, et avec ça, je cuis mes pâtes. En Islande, il y a de nombreuses rivières à franchir avec de l'eau hyper froide descendant directement des glaciers, ce qui peut être rapidement un calvaire. Surtout qu'il ne fait pas 40 degrés à l'ombre là-bas. Comme solution légère, je me suis cousu des surbottes en toile de tente. En quelques secondes, je les mets et peux franchir les rivières sans me mouiller ni souffrir du froid. Ma tente se monte avec des bâtons de randonnée comme piquets. C'est un gros gain de poids, mais c'est aussi costaud. Je l'ai utilisé dans le vent, la neige, la pluie, le froid. Elle résiste à tout. Par contre, les bâtons de randonnée sont indispensables pour pouvoir la monter. Un jour, je glisse sur le sol trempé et bam, un bâton se casse net en deux. Plus de bâton, plus de tente. Je me retrouve à poil. Je me sens alors bien vulnérable, éloigné de tout. J'ai rafistolé mon bâton avec du gros scotch que j'avais apporté à l'avance pour les cas d'urgence, ce qui m'a permis de tenir les 10 jours restants. Mais bon, j'étais quand même pas hyper rassuré. Allez, c'est parti. Ma première longue randonnée, la traversée des Pyrénées par les crêtes, 5 semaines de marche. Pour passer une section de 10 jours sans ravitaillement, j'avais caché à l'avance de la nourriture dans la montagne. J'avais un peu peur qu'un animal ne trouve la cachette avant moi, mais bon, finalement, j'ai réussi à récupérer ma nourriture intacte. Et heureusement, parce que j'ai mis plus de temps que prévu pour atteindre la cachette, et j'étais grave affamé. D'ailleurs, plus les jours passent, plus je dois serrer la ceinture de mon pantalon. À l'arrivée à la Méditerranée, j'ai perdu 7 kilos. Il n'y a pas que mon sac qui était léger sur ce coup-là. Transcendé par cette expérience, je marche désormais plusieurs semaines chaque année. Japon. Une randonneuse me dit de faire attention parce que demain, il y a prévu tempête. Ouais, bon, ça va quoi. Une tempête, j'en vois souvent à la montagne. Le lendemain, je suis bizarrement seul sur les crêtes. Le vent est de plus en plus fort. Genre, à côté, à Tramontagne, c'est une gentille brise, quoi. Et en fait, je me retrouve en plein milieu d'un typhon. 30 morts, 100 000 déplacés, c'est dantesque. Pendant 1 heure, le vent me secoue dans tous les sens. Je fais des pauses plaquées contre le sol. Je finis épuisé. Heureusement que j'avais un petit sac pour limiter la prise au vent. Mais ce fut une bonne leçon. Toujours rester humble face à la nature.
Humble, certes, mais je reste attiré par les défis. Traversée de l'Islande, un dessert de sable de 50 km à franchir. Pas d'eau, pas d'abri, beaucoup de vent. La progression est lente et usante. Étant léger, j'arrive à franchir le désert en une grosse journée. Juste après, je croise Marcus et Alexia, qui viennent de franchir le même désert, mais sur 2 jours à cause du poids de leur sac. 30 kilos chacun, dont 6 kilos d'eau. Je ne saurais dire si je suis impressionné ou effrayé, parce que vu mon gabarit, je ne tiens pas 1 heure avec leur sac. Avec cette rencontre, je réalise que je peux repousser des limites par le simple fait du poids. C'est ce que je fais l'année suivante en Laponie. Un tronçon de 350 km sans ravitaillement. J'optimise la moindre calorie de ma nourriture pour arriver à un sac d'une dizaine de kilos et pouvoir progresser rapidement sur de nombreux jours. Si vous voulez manger gras, n'hésitez pas à me demander, je suis au taquet. J'ai quand même fini affamé. Le dernier jour, je dors dans une cabane avec un Suédois qui fait griller du bacon au petit-déj. L'odeur de gras me donne tellement envie que je suis obligé de rapidement plier bagages. Mais grâce à la randonnée légère, j'ai réussi ce challenge et ça me donne envie de continuer à dépasser. Cap alors vers la Cordillère des Andes. Je marche direction Ushuaia sans croiser un seul randonneur pendant 1 mois. J'ai appris la technique pour traverser les rivières déchaînées. J'en chie pas mal. Mais avoir un sac léger m'aide énormément pour résister au courant. Genre par exemple quand j'ai de l'eau jusqu'au nombril, quoi. Mais le Rio Colorado, lui, il est infranchissable. J'ai le choix entre un détour d'1 journée ou emprunter ce pont-là qui tombe en ruine. Allez, go, je tente le passage. Le câble des mains est tellement lâche qu'il ne sert à rien. Je joue au funambule sur le câble des pieds. Ça tangue. Je flippe grave ma race. Mais j'arrive à passer. Pour franchir cet obstacle, être mobile a été un atout incomparable. Tadjikistan. Je prends mon billet 2 semaines avant de partir, avec 0 information sur cet endroit hyper reculé à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais pouvoir réaliser de longues distances en autonomie me permet de m'adapter à plein de situations. Pourtant, à la base, je n'étais pas très sportif. Alors certes, je me prive parfois d'un certain confort, mais en contrepartie, je randonne dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Face à ces montagnes d'Afghanistan, un rêve depuis des années, j'en ai pleuré d'émotion. J'abuse parfois en me mettant dans des situations pas possibles, mais la sensation d'aller toujours plus loin, de repousser mes limites, je trouve ça enivrant. Vous êtes dans l'ambiance? Ok, donc on est parti. Donc tout a démarré à Pulo Perhentian en Malaisie. Je suis posée en mode international avec un Argentin, un Égyptien, une Espagnole. On se la coule douce, eau à 28 degrés, turquoise. Et là, entre 2 mojitos, Hicham nous balance. Et les gars, vous connaissez l'Égypte? Moins d'1 an après, sur un coup de tête, je décollais pour le Caire pour rejoindre mon poteau Hicham. À bord de l'avion, je vais faire connaissance de ma voisine. Une Égyptienne, Amani. On papote, le courant passe, échange de numéros, on va se revoir. Ça démarre plutôt pas mal cette histoire. Hein. Sauf qu'une fois sur place, c'est pas tout à fait la même. Parce que pas d'Hicham. Et pour cause, il s'est fait percuter par un bus 1 heure avant que je quitte la France. Mais ça, je le sais pas encore. Je le saurai quand j'aurai compris que le gars qui se balade partout dans l'aéroport avec une pancarte marquée sophistiqué, c'est mon pseudo Facebook, hein, c'est pas moi, non. Et c'est le pote qui l'a envoyé pour me réceptionner et me déposer à mon hôtel. Bon, le voyage sera solo, c'est pas grave. Inch'Allah, direction les pyramides. Et là, je rencontre Ahmed, qui va me faire découvrir son désert à dos de cheval, et même m'ouvrir les portes de tombeaux fermés au public. Il va me parler de sa vie en Savoie, de sa femme, de ses enfants, et de la raison qui l'ont poussé à rentrer en Égypte. Le manque du pays, tout simplement. Hein. Donc je le remercie et je continue ma route. Et je tombe sur Ahmed, un autre. Il a quitté l'école à 8 ans pour aider ses parents. Il a un anglais parfait, je suis complètement bluffée. Au bout d'1 heure et demie, il va me ramener à mon hôtel, toujours avec son chameau, pour être sûr que je me verre de bain. Il ne me demandera rien du tout.
Et il me lancera juste un « dis aux gens de ton pays de revenir, on a besoin de vous ». Coup de fil d'Amani, la fille de l'avion. Elle veut que je l'accompagne à Alexandrie. Être invitée par une famille égyptienne, c'est juste énorme, dans tous les sens du terme. Elle va me parler, elle aussi, de sa vie, de son divorce, de sa fille restée en France, de son combat contre le cancer. Elle veut juste profiter du moment présent. Et du coup, ça me donne une idée et je lui demande si elle aime le foot. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai entendu que l'Égypte allait jouer sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde à Alexandrie. Ça se ment pas. On part direct à l'hôtel où il y a tous les joueurs, que je connais pas du tout, et on va tomber sur Ahmed Abou Hashima, encore un Ahmed. C'est l'homme le plus riche d'Égypte, et accessoirement le beau-frère de Cristiano Ronaldo, hein, rien que ça. Mais bon, avec tout ça, on ne sait toujours pas où voir le match. Et c'est là que déboule le directeur, un ami d'Amani, avec 2 billets officiels. Waouh! Direction le stade de 86 000 personnes, où 90 000 billets ont été vendus. La folie est à la hauteur de l'enjeu. Ça fait 28 ans que l'Égypte n'a pas joué une Coupe du Monde. Sans la tchatch d'Amani, on ne rentrait pas. On finira par voir la deuxième mi-temps en bord de pelouse en étant passé par l'entrée des joueurs. J'ai marché dans les pas de Mohamed Salah, ce dieu vivant qui, 5 minutes avant la fin, marque et qualifie son pays. Le stade exulte. L'homme à côté de moi m'attrape la main et se met à pleurer. Bon, moi aussi, j'avoue, je pleure un peu. Bon. Pour me remettre de mes émotions, Amani, toujours, m'embarque à Hurghada, au bord de la mer Rouge. Dans sa suite, au Hilton. Je suis l'invitée privilégiée de l'assistante personnelle du directeur. Et bien, même avec mes fringues de pouilleuse, c'est pour la classe. C'est mon premier palace quand même. Hein. On passera toutes nos soirées avec Ragna, une copine d'Amani, une femme incroyable. Mère célibataire, chef d'entreprise, qui porte pas le voile et qui a une patate de ouf. C'est une belle leçon, hein, parce qu'être une femme libre en Égypte, c'est vraiment pas évident. Elle me personnalisera un sac à l'image de Dalida, une autre femme libre égyptienne. Pendant cette parenthèse luxueuse, je vais me contenter de chiller, de manger beaucoup, de plonger, mère j'oblige, et de déconner avec les filles. Et puis de rechiller, et puis de ramanger, et de replonger, et de redéconner avec les filles. Je partirai avec 3 recettes et 4 kilos, que j'ai gardé, c'est un souvenir sentimental. Mais bon, j'ai la bougeotte. Donc Amani, la magicienne, me met en contact avec Mohamed les bons tuyaux, pas Ahmed cette fois. Et me voilà sur un palais flottant de 600 places, 2 piscines, 3 restaurants, on est 20. Ouais, le touriste est plus rare que l'eau là-bas. Hein. Bon bref, on se connaît tous, hein. De toute façon il y a plus d'employés que de passagers. Non. Et donc là, je voyage avec Jean-Phi. Il est belge, il a 60 ans, c'est son premier voyage solo, et il a un sens de l'humour belge. Avec lui, je partagerai le seul verre d'alcool de tout le trip. Une espèce de vin blanc plus piquette que grand cru, mais c'était trop bon. Mais bon, le confort, c'est pas trop ma cam. Donc me voilà partie, après avoir appelé Mohamed les bons tuyaux, sur l'ascension du mont Sinaï de nuit. Pourtant interdit à nous vulnérables Européens. 4 heures du mat, au sommet, -2, je me pèle. Je me décide de louer à prix d'or un matelas et une couverture en poil de chameau. Vu l'odeur et l'usure, ça appartenait à Ramsès ce truc. 6 heures du mat, toujours -2, mais le soleil se lève. Et là, je comprends pourquoi Moïse pense avoir vu Dieu là-bas. La vue est irréelle. Et grâce au pragmatisme de mes amis bédouins, je peux repartir avec une statuette de souvenir made in China. Mais tout le budget est parti dans la couverture et le matelas, donc tant pis. Hicham est sorti des soins intensifs, yallah, je repars au Caire. Et mais sur ma route, je vais tomber sur cette femme, avec ses, on dirait une princesse nubienne, hein, avec ses 3 mots d'anglais mais 2 d'arabe. On va refaire le monde toute une soirée. Bon, pas sûr qu'on soit très très bien compris. Hein. Elle me fera un tatouage au henné à l'esthétisme ultra personnel, mais que j'aurais bien aimé garder plus longtemps. Juste avant de partir, je vais enfin voir Hicham le tout cassé et sa maman. Ils sont solaires. À bord de l'avion, je pense à tous ces gens, à leur sourire, à leur force, à leur humanité. Et je réalise la chance que j'ai eue, et surtout que l'Égypte est un grand pays, par son histoire, oui, mais aussi par son peuple. Hamdoullah. Merci l'Égypte.
Salut, alors moi c'est Steve et je reviens tout juste d'une année sabbatique. Alors je suis parti de Ushuaïa jusqu'à Cuba et ensuite de Téhéran jusqu'à Bornéo. Je vais vous parler un petit peu des moyens de transport que j'ai utilisés et des petites galères que j'ai eues sur la route parce que j'en ai eu. Alors quand je suis parti, j'avais pas trop d'idées de tout cet itinéraire, je suis juste parti à Santiago, j'avais juste envie d'acheter d'un van, chose faite assez rapidement avec un mec en train de manger un sandwich dans la rue et je deviens l'heureux propriétaire de ce magnifique van. Du coup, à partir de là, je descends en Patagonie, c'est hyper cool, la nuit je m'arrête, le ciel est dingue en Patagonie, on voit les étoiles, je croise pas mal de lamas sur la route que j'évite d'écraser parce qu'ils sont sympas. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce van, en fait, il est aussi vieux que moi, il est de 1994, avec un van comme ça, et ben t'as pas mal d'emmerdes en fait. Parce que j'ai le droit à tout, j'ai tout pété, l'alternateur, le démarreur, la batterie, je me suis fait tracter sur 50 km en Patagonie, je suis resté 15 jours bloqué dans une ferme à attendre des pièces qui sont jamais arrivées. J'ai un peu galéré, mais le point positif, c'est que j'ai appris à dire jointulas en espagnol, et ça, je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui le sait. Ça va? Empecatadore de culata. Bon. Une fois qu'on sait ça, vous vous doutez bien, j'ai abandonné mon van sur un parking à Santiago et j'ai continué en stop. C'était un petit défi personnel. En plus, c'est économique et écologique. Du coup, je suis remonté jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Là, c'était kiffant, sans problème. J'arrive en Colombie, mais on ne peut pas passer la frontière terrestre avec le Panama parce qu'il y a les FARC et les narcotrafiquants, donc c'est un petit peu tendu. J'entends parler d'un petit plan qui longe la frontière avec des bateaux, ni une ni deux, me voilà dedans. On quitte la Colombie sans souci. Je monte dans un bateau avec des Cubains, métis comme je suis, ils me prennent pour un des leurs. Les mecs, au bout d'une heure, je me dis, c'est bizarre, on n'a toujours pas passé le poste de frontière panaméen. Ils me font, ah mais t'es pas cubain? Ah bah non. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, je suis monté sur un bateau avec des mecs qui passaient la frontière illégalement. Petit moment de malaise. Du coup, après ça, j'arrive en Amérique centrale, et en fait, l'Amérique centrale, elle me réserve quelques surprises. J'arrive au Nicaragua, et là, soulèvement de la population, c'est le bordel. Guerre civile, checkpoint tous les 20, 30 km avec des mecs cagoulés à AK-47 dans les mains, j'emmène pas là, je galère. Mais bon, je finis par enfin sortir du pays, et du coup, je me dis, j'espère que le reste de l'Amérique centrale va être cool, et ben non. J'arrive au Guatemala, et boum, grosse éruption volcanique, tout l'ouest du pays sous les cendres, on peut rien faire. Je suis un peu, je me dis, putain merde, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais? Et du coup, je change un petit peu d'idée, et du coup, je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas aller à Cuba? Et là, du coup, direction Cuba, et en fait, Cuba, c'est le paradis pour les autostoppeurs. Ma première fois où j'arrête un sidecar, la première fois où je monte dans une décapotable, mais au-dessus et en dessous parce qu'il n'y a pas de plancher. Une autre fois aussi, j'ai réussi à l'exploit d'arrêter un gocho, c'est un cavalier, et monter avec mon sac à dos sur son cheval accru. Ça, c'était assez énorme quand même. Bon. Après tout ça, du coup, direction l'Iran, et là, une nouvelle problématique se pose, en fait, c'est que je lis pas le farsi. Hein. Ça se lit de droite à gauche, c'est écrit en arabe, je comprends rien, je peux pas écrire sur une pancarte, je peux pas parler avec les conducteurs, je suis un petit peu en galère et ça m'amène dans des situations un petit peu difficiles, comme cette fois où moi je vais aller au port, le mec il comprend aéroport, j'ai beau lui faire boat, sea, wave, le mec il en démord pas, on commence à s'embrouiller, ça devient tendu, le ton monte, le mec me sort un couteau, je suis un peu tendu. Je finis par sortir de cette voiture moyennant un petit coup de couteau dans les fesses. Bon, au final, je me suis dit, à partir de là, je vais essayer d'un petit peu mieux choisir les voitures que j'arrête. Et c'est comme ça que, à la frontière turkmène, je tombe sur deux Fiat Punto orange et jaune qui font le Mongol Rally. Et le Mongol Rally, c'est une course qui part de Londres pour aller jusqu'en Mongolie. Et du coup, je deviens le membre honoraire de pas mal d'équipages et le hitchhiker français qui arrête toutes les voitures bizarres qui passent. Du coup, là, c'est plutôt cool parce que c'est plutôt safe, bonne ambiance, mais bon, il m'est quand même arrivé des petites emmerdes avec eux, comme cette fois où on utilise un drone au Turkménistan. Pas de chance, en fait, on est à moins de 3 km d'une base militaire, les G.I. Joe qui débarquent en pleine nuit en criant « Spy, spy », on comprend pas ce qui se passe, clic-clac les menottes, tenue orange, on part en prison, 3 jours d'interrogatoire, on comprend pas trop, on a enfin le droit de passer un coup de téléphone à l'ambassade qui nous sort de là, on est ramené en convoi militaire jusqu'à la frontière. Et ça, c'était que la première fois que j'avais affaire à l'ambassade, parce qu'ensuite, je suis au Tadjikistan en train de faire du stop sur la Pamir Highway à 4500 mètres d'altitude quand je reçois un SMS qui me dit qu'il y a une attaque terroriste visant des touristes sur cette même route. Du coup, je balise un peu, et du coup, la personne qui viendra me sauver, c'est un bus impérial anglais sur des routes défoncées qui fait le Mongol Rally, en fait, et qui vient complètement, c'est assez impressionnant. À partir de là, je me dis, je vais aller partir me ressourcer dans les montagnes kirghizes, 10 jours de trek, c'est cool, et ça faisait longtemps que je n'avais pas porté mon sac, alors quand j'ai croisé le regard d'un âne, j'ai fait direct, vas-y, je l'achète. Du coup, je l'ai appelé Cannabis, hein, vous comprendrez la référence. Hein. Cannabis, ah, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à cet âne. Hein. Mais bon, en vrai, il était cool et il me manque. Hein. Et ce qui me manque aussi, c'est les îles paradisiaques en Asie. Parce que qui dit île paradisiaque dit nouveau moyen de transport, mais les bateaux de touristes, très peu pour moi. Du coup, je me retrouve à monter sur un bateau de marchandises entre
les fringues, le riz et la viande plus ou moins fraîche, à échanger un paquet de bière avec le capitaine qui conduit plus ou moins droit, et on finit par arriver à destination. Bon, je ne peux pas vous parler de l'Asie sans vous parler du scooter, parce que j'ai bouffé au moins 5000 km de scooter sur tout type de route, et comme sur la plupart du temps, comme sur cette photo, eh ben, on ne voit rien entre la pollution, la poussière, la visière de merde et le brouillard. C'est un petit peu la galère, hein, mais ce qui est hyper cool en scooter, c'est que tu peux aller où tu veux, quand tu veux, comme cette fois où je me suis perdu dans un monastère bouddhiste au fin fond du Myanmar. Quand je suis arrivé et que je leur ai dit que j'étais français, ils m'ont accueilli à coup de Mbappé, Coupe du Monde oblige. Hein. Et du coup, après un petit foot, je leur ai dit que je bossais dans l'aéronautique, on est parti en concours d'avion à papier, je me suis fait défoncer par les petits moines qui étaient bien meilleurs que moi. C'était quand même assez fun. Du coup, voilà, moi, pendant ce voyage, j'avais vraiment envie de partir à la voiture sans rien prévoir, et c'est vraiment ce que j'ai pu faire. Et tous les jours, c'était un peu une nouvelle aventure avec plein de galères qui, au final, sont des histoires super cool à raconter. Et j'ai vraiment kiffé mon voyage tous les jours, et j'ai envie de repartir maintenant. Ça, on s'arrangera à la fin pour faire le partage. Donc c'est parti. On va appeler un premier, bon, on fait dans l'ordre. Donc Jérémy. Du coup, Jérémy, il y a plusieurs fans qui nous ont demandé. On a Florence et Béné qui ont été trop fans de toi dans l'assistance. Et du coup, on a eu plusieurs demandes de gens qui voulaient savoir si tu étais célibataire. Et j'imagine que du coup, ça se fera après, à l'after. Est-ce que du coup tu repars avec tes potes? Ils sont dans la salle, je crois. Vous repartez ensemble? Ou tu préfères, ça dépend des fois, tu voyages encore tout seul ou... Ben, le mieux, ça serait de partir avec les potes hein, et la nouvelle copine. Isabelle. Alors, déjà, est-ce que tu as adopté un chien pour finir? Hélas, non, parce que le conducteur, il m'a pas laissé partir avec. Donc, la prochaine fois, peut-être. Il y a quelqu'un qui a pas compris pourquoi tu courais dans la jungle. Est-ce que c'est parce que tu te faisais chasser par un caïman ou pas? Oui, en fait, c'est le guide qui chassait le caïman, mais qui était un petit peu gros, donc il m'avait dit de me remettre un petit peu en arrière, genre 3 mètres. Sauf que c'était une femelle qui gardait ses œufs, et donc elle était un petit peu énervée. Donc à un moment donné, elle est sortie de l'eau en mode ultra vénère, et là on s'est mis à courir, parce que caïman qui sort de l'eau rapidement, ça fait du dégât. Merci. Alors, on se demande, il y en a plusieurs qui se demandent, est-ce que tu comptes encore retourner au Mexique une 4e fois? Et si oui, en mode backpack ou à nouveau all-inclusive Je pense qu'après 3 voyages, j'ai vu l'essentiel de ce que je recherchais au Mexique, donc l'archéologie, les plages, le peuple. Non, pourquoi pas? Alors peut-être un 4e voyage avec des potes, une nouvelle copine, à Cabo San Lucas.
à Cabo San Lucas et j'encourage tout le monde, très sérieusement, de découvrir Acapulco parce que c'est une ville exceptionnelle, l'une des plus belles baies urbaines au monde et parce qu'aussi il n'y a pas beaucoup de touristes qui y vont parce que bah, voilà, le ministère des Affaires étrangères décommande d'y aller et le spectacle de la quebrada c'est un moment magique. Donc allez tous au Mexique et allez-y. Merci David. Et c'est pas fini, attention. Ça fait quoi de voir Wawrinka en vrai alors? Alors, de voir Wawrinka, c'était très émouvant évidemment, mais c'est vrai que je vais à Roland-Garros depuis l'âge de 10 ans, donc j'ai déjà vu mon joueur préféré, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, j'ai eu la chance de voir Ana Ivanovic. Et puis bah, pour les joueurs français, j'ai découvert le padel il y a 4 ans à Roland-Garros, j'avais joué au padel avec Henri Lecomte. Et mais c'est vrai que bah, comme je suis grand, je ne dors pas dans l'avion. Donc toutes les heures je marche et c'est vrai de croiser Stanislas Wawrinka, c'était quand même hallucinant. Et c'était vraiment le début d'un beau voyage et c'était un magnifique voyage. Voilà. Merci David pour le partage. Bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cœur à prendre dans les speakers, hein, si jamais. Non, Mylène, alors un petit message qui dit « Tu m'as fait rêver, comment je vais me lever pour aller au boulot demain ?» Donc, alors ta vie a changé avec tes rencontres, mais est-ce que toi tu penses que tu as changé la vie de ceux que tu as rencontrés? Waouh. Eh ben, je ne sais pas, c'est une très bonne question, mais je pense un petit peu, je pense que c'est ça, on évolue tous et je pense que, ouais, en tout cas j'espère avoir mis une petite graine aussi dans leur tête et ouais, j'espère. Et alors, quel est ton travail aujourd'hui? Je suis facilitatrice en intelligence collective. Donc, en gros, j'interviens dans n'importe quelle organisation dès qu'il y a plus de 2 personnes qui veulent travailler ensemble. Et je les aide à travailler ensemble et pas, voilà, à atteindre un objectif ensemble. Donc, il y a des méthodes, il y a des outils, c'est une posture aussi. Et voilà, c'est pour résoudre des problèmes complexes avec des outils collaboratifs. Et voilà, on essaye de taire un peu les égos, de sortir un peu de l'individualisme, des choses comme ça, et de travailler ensemble. Voilà. Et ça marche bien. On devrait tous avoir une Mylène. Alors, Étienne, merci pour ce super témoignage. Hein. On a tous été émus, même les coachs qui ont déjà écouté le speech plein de fois. Alors, on se demandait, est-ce que tu as envoyé une carte postale de l'Islande à ton ex, du coup Non. non, chacun pour sa gueule. Et maintenant, tu repars en solo, tellement ça t'a plu, ou tu préfères repartir avec des copains Aux copines. Franchement, je conseille à tout le monde de partir en solo, c'est une super expérience. Surtout en Islande, c'est des paysages magnifiques, tu peux vraiment, t'es en communion avec la nature. Et mais c'est quand même aussi sympa de voyager en famille, les barbecues, c'était vraiment une tuerie. Donc les deux, je répondrai les deux. Bon, on découvre les questions en même temps que vous, hein, donc si on a du mal à lire, c'est normal. Donc, à ton pote, donc au début tu trouvais ça, que c'était pas une super idée. Combien de temps t'as mis, entre nous, hein, à lui avouer qu'en fait, il avait raison? J'ai attendu de rentrer. Alors, c'est une autre question, pas tellement question, mais est-ce que, pour ton prochain voyage, donc c'est toi qui choisis, c'est ça? Est-ce qu'on peut décider le public de choisir? Bon, est-ce que quelqu'un a une idée de destination pour Mélanie? Venezuela, Canada? D'autres? Écosse? Déjà fait. Brésil, Mongolie? Ah, Mongolie. Mongolie, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite et je le fuis parce que j'ai un peu peur de le réaliser.
Donc effectivement, cette année, je me suis lancé le défi d'y aller et d'y aller toute seule. Donc il faut que j'annonce à mon pote qu'il ne part pas avec moi. Héloïse, tu as été au top, hein, merci pour ce partage. Tu nous as parlé de plein de situations dangereuses, mais sur place, quelle a été la situation la plus dangereuse à laquelle tu as été confrontée? Bonsoir. Non, la situation, celle-ci, les situations de sauvetage en général, et après, en réalité, j'étais assez protégée. Et puis, il faut savoir surtout, ça je ne l'ai pas dit dans mon toast, mais c'est important, que le peuple guinéen est extrêmement bienveillant. Donc, je dirais les situations pour les sauvetages de jeunes filles. Pas évident. Et comment a évolué la lutte de Adja depuis que tu es partie? Tu suis encore ce qu'elle fait, j'imagine? La lutte continue, ça c'est sûr, j'ai des nouvelles très régulièrement, et Adja du coup veut venir se former en France là, pour finir avocate en affaires internationales. Et la lutte continue, oui, mais elle jongle entre tous les pays d'Afrique et dans le monde entier maintenant, parce qu'elle commence à se faire une notoriété assez impressionnante. Voilà. Merci. Benoît. Alors, quand on est minimaliste comme toi, est-ce qu'on devient zéro déchet? C'est vrai que au quotidien, j'essaie d'avoir le moins de déchets possible. Je ne sais pas si c'est lié, mais effectivement, Puis j'ai une collègue de boulot qui est Marcel, qui est là, d'ailleurs, qui m'harcèle tous les jours pour les déchets. Est-ce que tu peux nous donner une petite technique, vite fait, pour les novices qu'on est, de minimalisme en camping? Déjà, la première étape, c'est se concentrer sur ce dont on a vraiment besoin. Moi, je prends que l'essentiel, que ce qui me sert vraiment, quoi. Et je vire tout le reste. Et après, dans ce qui sert vraiment, j'essaie de prendre des choses qui servent à plusieurs utilisations. Et après, les matériels que j'ai, c'est pour le plus léger possible. Comment? Plusieurs utilisations, par exemple les bâtons de randonnée qui servent pour marcher et pour dormir. Ou l'alcool à brûler qui me sert, en fait je prends l'alcool de pharmacie, qui me sert pour le réchaud, pour brûler, qui me sert éventuellement pour allumer un feu, et qui me sert, parce que c'est l'alcool de pharmacie, pour me soigner si j'ai une blessure. Il y a encore une personne à la table. La nourriture que tu as cachée dans la montagne, déjà c'était quoi? Et les animaux, ils sont pas venus fouiner dedans? C'était des pâtes, des céréales, du saucisson, du chocolat, des trucs comme ça, et j'avais emballé dans 3-4 sachets plastiques. Et, là, zéro déchet non, mais en même temps, si j'avais pas mis ça, je pense qu'ils auraient senti le saucisson, quoi. Sophie. Alors, est-ce que malgré toutes les choses super cool qui te sont arrivées, tu t'es sentie en insécurité à un moment donné ou pas par rapport à tes appréhensions que tu avais pu avoir avant de partir? Alors, non. En fait, c'est assez incroyable parce que c'est vrai que les médias parlent beaucoup de l'Égypte, on nous fait beaucoup peur en disant attention, attention, attention. J'étais pas inquiète avant de partir parce que je devais rejoindre un Égyptien. Bon, c'est pas fait comme ça, mais une fois sur place, comme disait Héloïse sur le peuple guinéen, c'est pareil en Égypte. Vous êtes vraiment hyper bien accueillis, l'hospitalité, c'est magique. Donc non, jamais en insécurité là-bas. Après, c'est envie de partir. Et alors, tu as quand même eu vachement de chance. C'est toujours comme ça dans tes voyages ou on va pas tous au Hilton gratos comme ça, hein Ouais, c'était gratos le Hilton en fait. Bah oui, pourquoi vous non, pas comme ça. Non, là j'ai eu particulièrement de la chance sur celui-là, mais en règle générale, quand on est assez ouvert sur les gens, il vous arrive rarement des mauvaises choses en fait.
Steve. Alors, contrairement à Sophie, mais est-ce que tu as de la chance parfois dans tes voyages, toi? Non, moi j'ai plutôt pas de chance en général. Dès qu'il peut m'arriver une emmerde, c'est pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a un moment vraiment où t'as quand même flippé? Un petit peu au Nicaragua, se voir des gens se faire tuer et des morts, c'est un peu... fait un peu flipper quand même. Merci. Bon, en tout cas, on espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, oui, en tout, avec tous nos speakers. D'ailleurs, vous pouvez je pense, les applaudir bien fort un dernier coup parce que. Ils ont vraiment. Allez-y. On voulait remercier les coachs et maman coach. Merci. Ouais, parce que tout ça, c'est fait aussi. Chaque speaker est coaché en fait, et c'est un long travail de préparation pour préparer nos poulains. Et là, on est très fiers d'eux. Ils auront des ballons que vous voyez là pendant toute la soirée là. Donc si vous voulez aller leur parler ou si vous avez des questions ou si vous voulez des 06, vous pouvez aller les voir. Ils sont super open, il n'y a pas de souci. Et on voulait remercier aussi donc tous les autres de l'organisation du TOS qui ont permis que cette soirée se passe bien. Et aussi l'équipe des étudiants de l'ANSET. On fait un toast drink le 30 avril. Il y aura l'événement sur Facebook. Là, je crois qu'il est même déjà là. Donc, si vous voulez faire partie de l'orga avec nous ou même partager une expérience ou juste boire un coup, vous venez avec nous, il n'y a pas de souci. Et en attendant, tout de suite, là, on va faire un after. C'est juste à gauche en sortant là-bas. Donc, vous avez une bière gratuite avec votre ticket et n'hésitez pas à venir. Voilà. Et bonne soirée à vous. Et à la prochaine.